Les créateurs des entreprises qui durent sont les héros des temps modernes. Je m'appelle Clément, je vis et travaille à La Réunion depuis une quinzaine d'années. Avec ce podcast, nous partirons à la rencontre des hommes et des femmes qui font bouger les choses. Bon, aujourd'hui on est avec la brasserie Les Dallons, donc je les ai tous les trois devant moi, voilà, plutôt chevelus, hein, contrairement à moi. Cheveux et barbe. Voilà, cheveux et barbe, carrément. En short, basket, donc impeccable. Et puis on est dans les locaux ici à Chorus Café, l'ancien France Loisir, qui s'est bien amélioré quand même, parce que c'était quand même assez ringard l'endroit. Donc on va démarrer et je vais vous laisser parler et vous allez me raconter comment vous êtes connus, quel a été votre parcours et comment vous en êtes venu à monter la brasserie des Dallons. Qui veut commencer? Bonjour. Bonjour. Vas-y, commence. Non, vas-y, commence. Ok, salut, moi c'est Jonathan Hingtung. Voilà, je suis réunionnais de la brasserie Dallon. On s'est rencontrés à Montpellier en faisant des études. Donc on a fait la même école de commerce avec Thibaut et Joris. Et moi, j'ai dû quitter l'île pour faire mes études supérieures. Il y a fait l'école de commerce à La Réunion, en tout cas, pas ce que je voulais faire. Et on s'est lié d'amitié avec Thibaut au début. C'était plutôt cool, on allait souvent boire des verres. Et Joris aussi, il était dans la même promo que nous, on s'est lié aussi d'amitié. Le projet, après, il a pris forme, on buvait des coups, on trouvait ça cool. On s'est dit pourquoi pas un jour faire une autre bière. Donc je vais laisser les autres raconter un peu une autre partie de l'histoire. Du coup, effectivement, donc on était en école à Montpellier. Et pour le coup, moi, c'est un peu le paradoxe. Donc, j'étais pas dans leur. On était dans la même promo, mais pas dans la même classe. C'est ça. Et donc, moi, j'avais envie de monter ma boîte. Je sais pas bien de quoi, mais j'avais envie de faire quelque chose. Et donc, j'avais au début un autre projet. Et puis les deux zigotos là, ils avaient pour projet de faire de la bière. Donc à l'époque c'était quand même assez flou quoi. Le projet paraissait très cool, mais en même temps assez flou quoi. C'est-à-dire que c'était en fait on a vu un bar à Montpellier, on boit de la bonne bière là-bas. Si on faisait pareil et à La Réunion, ok, Super idée. ok c'est cool. Et donc j'ai fini par les rejoindre quoi. Donc voilà comment le projet est passé de 2 à 3 en pas très longtemps au final. Et ton prénom? Et c'est Joris. D'accord, ok. Je vais faire le tour du coup en fait. Donc on a eu Jonathan, Joris et là Thibaut à toi. Et ouais, pour revenir sur ce qu'ils ont dit les deux autres, l'idée elle est venue on buvait une bière à Montpellier avec Jonathan dans un bar qui s'appelle Le Black Sheep. Un bar Un peu rock. Ouais, Black Sheep, ouais. Et en fait les gars ils brassaient leur bière sur place et on trouvait qu'il y avait une ambiance cool et qu'ils avaient l'air d'avoir une vie plutôt cool quoi. Et c'est là qu'en buvant du coup une bière, Jonathan dit mais mon père a un garage à La Réunion, à Saint-Denis, il en fait rien. Ok, moi je connaissais La Réunion, j'étais déjà venu parce que j'ai un oncle qui habitait là. Donc j'ai dit pourquoi pas. Et après on a un petit peu étudié le marché, on s'est aperçu qu'il y avait pas grand monde qui faisait de la bière artisanale à La Réunion. Et donc on s'est dit pourquoi pas. Et après, comme disait Joris, le projet a mûri quoi. Et après une fois qu'on s'est diplômé, on a pris l'avion. On s'est formé au brassage de la bière et puis on a pris l'avion pour lancer le projet quoi. Et donc justement en fait, donc du coup vous avez fait une école de commerce tous les trois, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous êtes connus tous les trois à Montpellier. Ouais. Ok. Au fameux Black Sheep. Alors on s'est connus à l'école. C'est quoi, c'est lié d'amitié au Black Sheep. On est connu à l'école. Lui je l'ai connu, c'est la première personne que j'ai vue à l'école. Il est rentré en retard, il s'est posé tout seul. J'étais quoi, demi. Ouais. Un petit peu. Juste. Il a posé la tête sur sur la table quoi, de l'amphi. Et j'ai dit, lui il a l'air marrant, il a l'air perdu. Et voilà, et en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est la première personne à qui j'ai parlé à l'école, c'est Joris. Vous êtes diplômé, vous vous dites tiens, on va monter une brasserie, et du coup, vous auriez pu la monter à Montpellier. Mais Jonathan, tu avais possibilité d'avoir un garage en quelque sorte, c'est ça? En fait, chez mes parents, il y avait un garage qui n'était pas utilisé. Et du coup, ça nous évitait de payer un loyer au début, commencer quelque part. Et puis La Réunion, c'était particulier. En fait, on savait que dans le nord de l'île, il n'y avait pas forcément de compétition.
la bière artisanale, c'était pas encore très populaire. Et on voyait que ça prenait de l'ampleur là où on était, là où on vivait en métropole. Et du coup, ça nous paraissait plutôt cool à l'époque, en tout cas. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on en parlait justement au Black Sheep, on se disait attends, mais les mecs ils servent leur bière là, ils ont le lifestyle de rêve, ils brassent, ils servent leur bière, c'est plutôt cool parce que nous, quand on a appris à brasser avec Thibaut, À l'époque, et tu savais Joris, pas tout ce qu'il y avait derrière. voilà, c'est qu'on voyait le brassage, on se dit ouais, c'est génial, ça prend 3 semaines à fermenter, donc tu brasses, tu reviens 3 semaines après, tu mets en bouteille, tu vends ta bière. Sur le papier, ça a l'air cool, on se rendait pas forcément compte de tout ce que ça impliquait derrière, en termes administratifs ou commercial. Et on se disait qu'on allait faire des randos, qu'on allait faire du canyoning tout le temps, que ça allait être cool. Et ça a commencé comme ça avec cette idée. Et après, Je compléterai un truc aussi. ouais. Sur le garage. En fait, il nous a vendu le garage. Donc effectivement, j'ai un garage. Il n'y a pas de problème, les gars. On peut brasser dedans. Et en fait, on est arrivé dans ce garage. Et c'était dans un état. Il y avait tout qui était moisi, tout qui était à refaire dedans. Et surtout, il y avait une pente. Et à 60% tout devant. Il exagère, toute petite pente. 90% devant. Et c'était, on arrivait là avec Thibaut, on s'est dit mais comment on va faire pour faire de la bière là, comment on va faire pour mettre des cuves dedans, c'est impossible. Et au final, après quand même 2 mois, 3 mois de travaux, où on a appris un peu à être maçon, on a quand même réussi à sortir un endroit où il était possible de commencer à bosser, quoi. On a réussi à commander des cuves, on les a commandées, on les a payées. Puis après on a regardé quelle taille elles faisaient et on s'est aperçu qu'elles ne rentraient pas en hauteur. En fait, on a fait les choses à l'envers. On aurait peut-être dû regarder la taille du. Du coup, on a dû casser toute la dalle du garage pour pouvoir faire rentrer les cuves. Et elles sont rentrées. Ah ouais, vous avez expliqué un petit peu donc, la genèse, donc les dallons, on a pas mal d'auditeurs de La Réunion, mais en dehors de La Réunion, il faut expliquer juste ce que ça veut dire en fait. Bah, Dallon, c'est l'expression créole pour dire copain. D'accord. Donc voilà, camarade. Et nous, quand on cherchait un nom, il fallait absolument quelque chose qui nous ressemble. Mais en même temps, un truc qui faisait un peu écho aussi à l'endroit où on allait s'implanter, on allait s'installer. Et au final, Dallon, je trouve que ça représente bien ce que nous. Ouais, c'est l'esprit du projet. Ouais, Comme c'est je disais l'esprit tout à du l'heure, projet. c'était au début, on disait on fait de la bière, et en même temps, on va faire des randos, on va faire des canyons, on va faire des. C'était ça le projet, quoi. C'était inclure la bière dans tout ce mode de vie là. Une bonne bière, de bons potes, un bon moment. C'est comme ça qu'on voulait vivre le truc et c'est ce qu'on essaie de communiquer aussi au travers de ce qu'on fait dans le projet. Et du coup, vous l'avez monté quand Quand est-ce que c'est au début, vous avez l'idée, vous arrivez, donc vous deux, vous venez de métropole, vous arrivez à Réunion, avec quoi, un sac à dos? Alors, Et des seaux de brassage. alors, Et ça, un voilà. paddle. En fait, on était tous en alternance, chacun de son côté, dans ses entreprises respectives. Moi à Paris, Joris aussi, Thibaut il travaillait à Annecy. On s'était tous formés pendant les vacances à brasser la bière pour voir si ça nous plaisait. Et on a continué à brasser après chez Thibaut, chez ses parents à côté de Nice. Et on a ramené du coup le matériel pour pouvoir C'est ça. continuer en fait parce qu'il y a un délai de production pour les cuves, donc il fallait on avait appris à brasser en 2 semaines, on ne connaissait rien quoi, donc il fallait qu'on continue à brasser. Donc on a, avec la compagnie aérienne, on a acheté le maximum de bagages qu'on pouvait. On avait, je sais pas, 3 bagages en dessous de chacun avec Joris. Les soins En Paris, c'est alimentaires. pas eu mon frère et sa copine, on pouvait pas marcher quoi, on avait trop de. Donc on avait tout le petit matériel pour faire des tests sur 20-30 litres. J'ai jamais eu aussi chaud à Paris en mois de décembre, janvier. C'était marrant quoi. Et donc ça on l'avait filmé, j'ai pas monté la vidéo. Et donc on n'avait pas qu'une valise. Je sais pas, 4-5 valises. Mais ils ont pris qu'un billet. quelques t-shirts et. Un billet aller. Ils ont Ouais, pris, ouais. un billet. Donc tout ça c'était en janvier, donc on arrivait fin janvier à La Réunion, 2018. Et du coup de janvier 2018 à juillet 2018, en gros on a fait préparation du local, commande des cuves, on a fait des tests de brassage pour savoir un petit peu les bières qu'on voulait, des randos, on a découvert la Réunion et puis ensuite est venue l'heure des premiers brassins, donc début août. Et donc voilà, début de premier brassin et 1er septembre, quasiment, même 1er septembre même. Première vente du coup au passage du Chat-Blanc et chez Biologie. Ah, vous êtes mis au passage du Chat-Blanc direct. Ouais, qui étaient nos 2 premiers clients. Et puis voilà, et puis en plus c'était pour l'un à la pression directement et l'autre plutôt en bouteille. Donc on s'y est mis direct.
Et voilà. Ouais, parce que maintenant, Virologie, qui est d'ailleurs juste à côté, en fait, lui, il fait la Dallon aussi en pression maintenant. Alors Si je me trompe pas. ça arrive de temps en temps qu'on lui donne des... il change régulièrement et souvent c'est nos bières de saison qu'il prend. Donc ça arrive tous les mois, tous les 2 mois. En gros des nouvelles bières d'Allon à la pression là-bas. Donc vous arrivez, vous faites les premiers brassins, vous arrivez quand même à faire quelques randos, quand même. Ouais, pas mal. Tu arrives à utiliser ton paddle? Je l'ai utilisé Je crois que j'ai plus utilisé que toi ton paddle. une fois, je crois. Ouais, je sais même pas comment on le gonfle. Il y a une petite course, c'est trop cool. Ouais, une fois je l'ai utilisé. Ça n'a pas été un bon investissement. Alors pendant ces 6 mois, il y a eu donc du coup ces fameux mois de travaux où on a rendu le garage, on l'a transformé en brassière en fait. Et il y a eu aussi tout un délai de création de société. Nous on a fait appel au TAJ, donc c'est le tremplin activité à la jeunesse. C'est un dispositif qui est mis en place par la région. Du coup on construit la société avec eux. Et c'est un processus qui permet d'avoir des subventions pour les jeunes entrepreneurs. Et en fait nous on a eu de la chance, on a eu par porteur de projet en fait, non pas porteur de projet, par tête en fait. On avait droit jusqu'à 8 000 € pour, si on justifiait du coup d'un montant suffisant. Et nous on a eu la chance de les avoir, donc grâce à ces fonds-là, grâce à l'ADI aussi, j'ai fait un microcrédit avec l'ADI. Oui. Tout ça en fait, ça nous a permis de construire, d'être prêt en tout cas pour démarrer la société en juillet. Quoi. Oui, parce que du coup, vous arrivez avec les brassins de 20-30 litres, comme tu disais. Bon, ça suffit pas. Je ne sais pas faire de la bière, mais j'ai à peu près vu comment ils faisaient chez Virologie, expliquer un peu. Ça vous permet de vous faire la main aussi, puisque ce que tu disais, vous aviez brassé 15 jours, un petit peu comme ça, chez tes parents à Montpellier, c'est ça? Chez tes parents, ouais. C'est auprès de Nice, avance. D'accord. Donc du coup, ça vous permet de comprendre que c'est un petit peu plus difficile que d'attendre 3 semaines avant de pouvoir la boire, que ça peut tourner, qu'il faut la tester régulièrement, j'en sais pas plus. Voilà. Vous arrivez avec les choses là, mais il faut quand même faire venir du matériel, et ça, à La Réunion... Alors casser la dalle, etc., on va chez Ravat, mais... Bâtissante, ok. Oui, il y a ça, et puis... Enfin, on a tout appris un peu sur le tas en fait. Ça a été effectivement avec Thibaut, on s'était formé, on avait eu une formation master entrepreneur et Jonath compta contrôle de gestion. Donc en fait, on n'avait pas logistique dans tout ça, donc on a dû apprendre, savoir comment ça fonctionnait la logistique à La Réunion. On savait pas. Alors oui, on voyait les conteneurs, on comprenait vaguement le concept. Mais on ne sait pas tout ce que ça implique derrière en termes de délai, de coûts, de taxes, toutes ces choses-là qui sont assez floues. Les incoterms, Les incoterms, c'est les assurances import-export. Ouais, c'est les modalités de responsabilité pour l'import. Et puis même, il y a quoi, tous les délais, c'est hyper opaque, ouais. Parce que toute l'île dépend de ça en fait. Les octrois de mer, il y a tellement de notions qu'on ne comprenait pas. D'un coup, tu es confronté parce que ça impacte fortement en fait toute notre activité. Fortement tes finances. Ouais. Et ça, vous l'aviez pris dans le business plan au départ parce que bon, il a fallu acheter un peu de matériel au début. Tu me disais il y a eu les aides, donc ça, vous avez bien monté les dossiers. Il a fallu quand même arranger le garage de tes parents. Je sais pas s'ils ont été très contents, mais. Franchement, les parents étaient cool du monde. Là-dessus, ils nous ont accueillis. Parce qu'on n'a pas fait que ça. Hein. Ouais. On vivait tous chez mes parents au début. Ouais, on a vécu quand même 1 an et demi chez Jean et Marie-Lou, les parents de Jonath. Donc on dormait chez eux, on mangeait chez eux, on faisait une brasserie chez eux. On a fait tout ça en 1 an et demi, donc c'est le retour de Jonath à La Réunion, ça a été le retour complet quoi. Il faut savoir, faut bien prendre en compte qu'on est 3. Du coup, dans notre tête, c'était au début avec Thibaut, quand on commençait à faire nos premiers plans sur Excel, on partait sur des petites cuves, des petits chauffeurs à gaz, des trucs pour réchauffer de la paille-là. Ça n'allait pas marcher. Louis, il avait bien compris. Il fait non, on est 3. Il va falloir brasser des quantités assez importantes en fait, sinon le business. Et encore, c'est rien par rapport à exactement. d'autres fonds. Mais... Voilà. Et du coup, on a vu les choses en plus grand et je pense qu'on avait raison de faire ça. Et on n'avait pas trop, justement, pour revenir sur ce que dit Jonathan, du coup on avait commandé des bouteilles par exemple pour commencer des bouteilles vides. Et quand tu commandes 10 bouteilles, ça coûte très cher. Donc quand on commande 15-20 palettes, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais. Du coup, on avait commandé je ne sais plus combien de palettes et on s'est fait livrer chez ses parents. Ses parents, ils habitent à la colline des Camélias. C'est peut-être une des rampes les plus pentues de Saint-Denis. Virageuse aussi. Et virageuse, ouais. Et du coup, le gars qui livre du coup ce conteneur, je savais pas trop la tête que ça faisait, lui, il vient à vide et il dit bon bah ça a l'air de le faire.
Ouais. et revient à plein, donc de bouteilles en verre. Et donc déjà, il faut voir que, enfin, pour les gens qui savent où c'est, ils comprendront. Dernier virage, il n'y arrive pas. C'est Le plus dur. journaliste, il descend, il s'y prend 1 fois, 2 fois, 3 fois, 7 fois. Moi j'étais loin, je me dis qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, il avait peur qu'il se renverse le truc. Et il finit par y arriver et il fout le conteneur au milieu de la route, quoi. C'est une résidence un peu. C'est une copro et tout. Les gens ils comprenaient pas trop ce qui se passait. Il y avait un conteneur énorme et des bouteilles sortir. Et on a mis tout dans le garage. Donc, Dans l'autre garage. Dans l'autre garage de voitures où il n'y a pas de pente. Et donc les voitures dehors. Elles ont dormi 6 mois dehors. Parce qu'il y avait je sais pas combien de milliers de bouteilles dans le garage de ses parents. Donc ça revient sur le fait qu'ils disent que ses parents sont les sont plus très- du monde. Ouais, ils sont très cool. Et Donc, puis c'est ils ont marrant, rien. ouais. Fallait voir leur tête aussi. Je dis, je vais faire de la bière avec mes potes dans le garage. Déjà, étonnamment, mon père il a accepté. Je pensais pas. Il nous voyait à Paris. Il me voyait bien auditeur ou contrôleur de gestion tranquillement là à Paris. Et puis là, je dis, bon, je rentre à la Réunion, je fais de la bière avec mes potes. Tu vas voir, ils sont cool. Et il voit des conteneurs arriver devant la maison. Et là, il comprend pas. Il fait, ah, mais je pensais pas que ça allait être comme ça, les gars. Ah, vous étiez allé fort quand même. Bah ouais. Il Ah, voit ça, c'était marrant. il voit les grosses cuves. Après, il voit les cuves de fermentation. Après, il y a un mec d'Angleterre qui vient nous voir et tout. Il y a tout ça qui se met en route. Mais ils n'ont pas arrêté de nous encourager, donc ça, c'était cool. Un mec d'Angleterre qui vient vous voir. Ouais, pour nous montrer comment ça fonctionnait et tout, les cuves. Ce que vous aviez acheté, en fait, c'était le représentant de la marque, c'est ça? Ça, ils voulaient voir, en fait, ils voulaient nous rencontrer. Et du coup, il y a plein de gens qui viennent nous voir. Et plein de matériel qui vient de un peu partout. Et du coup, ça pouvait faire un peu peur. Enfin, moi, je dis, putain, ils vont sans doute nous faire des réflexions. Et au final, non. Ils ont été très compréhensifs, encouragés jusqu'à ce qu'on commence à vendre de la bière et tout. Donc ça, c'était chouette. Et donc vous arrivez, il y a quand même une phase aussi, donc la phase comptabilité, il y a la phase qu'on a vu avec tout ce qui est comprendre les conteneurs, que les trucs ils arrivent pas à rouiller, casser, trouver le bon transitaire, comprendre l'octroi de mer, la TVA NPR, je sais pas si vous en avez dessus, donc perçu récupérable. Tout ça c'est pas facile comme ça d'arriver de prime abord. Vous arrivez avec le garage, le conteneur dans le jardin des parents, avec les bouteilles dedans. Les cuves elles représentent quoi en taille à peu près? En fait, on brasse sur du 600 litres. Ça fait en taille à peu près. Ça représente les cuves de brassage sont grandes entre 1m50 et 1m90. Et après, les cuves de fermentation, c'est à peu près 2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 50. Ça reste une petite. Donc c'est une petite, enfin ça reste des c'est tout petit quoi. microbrasseries, c'est petit. On est tout petit. Nous, on était limité aussi par l'espace dans lequel on était. Mais il y a certaines brasseries artisanales qui sont 10 fois plus grosses, qui commencent 10 fois plus grosses. Ouais, mais qui commencent 10 fois plus grosses. Ouais, carrément. Moi je m'attendais à ce que ce soit, quand je vois diffuser comme ça, je me dis ça débite quand même, parce que je sais Ouais. pas du vent de litres. Mais... Ouais, mais en fait c'est tout petit. Enfin, On est sous-dimensionné peut-être par rapport au réseau de distribution qu'on a. Mais c'est pas si évident de réinvestir dans un nouvel outil. Et c'est rapide, donc en fait, pour l'instant on fait avec ce qu'on a quoi. Parce que ça s'est développé très rapidement du coup, parce que là on est en août 2018, tu disais Jonathan, 6 mois, dont avec tous les aléas, ouais, Ça fait 2 ans. Ouais. Les Avec aléas, tous il y en les- a. ouais. Alors vas-y. Alors, quand on est arrivé, on a pris cher. franchement, on a pris cher dès le début. Quand on a importé nos cuves, il y a eu les gilets jaunes. Enfin, franchement, je dans les ai pas parlé, mais, les premiers mois qu'on a commencé, gilets jaunes, et on fait waouh, c'est compliqué pour livrer des bières. C'est bloqué partout. T'étais là en train d'essayer de livrer tes bières, il y avait des blocages partout, c'était compliqué. On voulait pas se faire bloquer, donc au début on n'avait pas de camion de livraison, alors on livrait avec la voiture des parents de Jonathan qui est depuis plus en activité. On l'a chargé à fond, on avait, ça faut pas trop le dire, mais on avait le garde-boue qui touchait les roues parce qu'on remplissait la voiture à fond pour essayer de passer entre les gilets jaunes, etc. Le Hyundai Santa Fe. Ouais, c'est une très bonne voiture, 4 motrices. Qualité. Très grosse qualité. Et donc il y a eu les gilets jaunes, après il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Après il y a eu le Covid, mais Il y a eu sans Covid, ouais. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu pas mal de grèves aussi, non? Ouais, en fait, justement, quand tu dis les Incoterms et compagnie, les dockers, ils font des grèves, on sait pas trop pourquoi, mais ils ont leur raison. Mais du coup, toi, t'as ton conteneur qui met 3 semaines à être dépoté au lieu de 3 jours. Aléa climatique, cyclone, Ouais, du coup cyclone. on avait un conteneur qui pendant un moment qui était bloqué à Maurice. Ouais, On l'attendait. Première expérience de cyclone à La Réunion. Ouais, ça aide pas. Donc il faut prévoir au niveau logistique en fait cet aléa autant sociétal, social
environnementale, quoi. Et vous répartissez comment les tâches, tous les trois, du coup? Bah, au début, c'était vachement horizontal, enfin ça l'est toujours, mais on faisait tout. Chacun mettait la main dans la production, dans la mise en bouteille, dans le conditionnement, dans la vente. Et après, au fur et à mesure en fait, qu'on se structure, qu'on arrive à s'organiser, et maintenant même on a des employés, les tâches sont un peu plus séparées. Donc il y a pas c'est pas une grosse boîte horizontale, mais on essaie de segmenter, chacun a ses petites spécialités en fonction. En plus, on retrouve un peu nos parcours de nos études dans chacune de nos fonctions aujourd'hui, quoi. Donc tu t'occupes plus des chiffres, C'est ça. tu t'occupes plus du brassage. Raté. Raté. Du coup, je risque plus à la partie commerciale, livraison, relation clientèle, et du coup Thibaut plus, Oui. au brassage Technique. et à la partie technique. Ça c'est digne héritier de familiale, famille d'ingénieurs. Et du coup, même pour la gérance, vous faites comment en fait, pour la gérance de la société? C'est-à-dire tous les trois co-gérants. On est tous les trois pareils. C'est aussi un leitmotiv depuis le début. On se dit on est tout pareil dans la société. Enfin, voilà, quoi. Juste On 3 associés co-gérants, on prend les décisions ensemble, on part ensemble. On sait que c'est Jonathan qui pilote les chiffres, on sait que c'est Qui est Joris Joris qui gère son réseau de distribution et moi la partie technique, quoi. Ouais. Quand vous avez les premiers brassages qui arrivent, le conteneur ne tombe pas dans la ravine ou de l'autre côté. Vous arrivez à avoir vos cuves, vous arrivez à passer les aléas, les débuts des gilets jaunes, à livrer avec le Santa Fe, qui touche les roues qui touchent. Ton père va être content d'entendre ça. Jonathan. Il est au courant. Il est au courant, la voiture elle est à la Il a casse. vu le Santa Fe. D'accord. La voiture est à la casse, donc il est au courant. Bon, et après du coup, vous faites comment? Il faut démarcher, on vient vous voir, vous démarchez donc le Chat Blanc qui est un gros bar de nuit derrière le carré cathédrale, C'est ça. qui doit appartenir à Pardon, non? Non, alors justement, c'est non. le seul. C'est le un seul. des seuls dans Ouais. le carré qui appartient pas Justement. à Monsieur Pardon. C'est un peu le concurrent direct, quoi. Ah d'accord. Et nous, on a eu de la chance à La Réunion, enfin en tout cas à Saint-Denis, quand nous on est arrivé, qu'on a proposé nos bières, quand on en a parlé, très vite le marché était réceptif, quoi. Ils attendaient que ça, une bière artisanale, locale, quelque chose de local, qui sortait un peu du carton de tous les gros industriels. Parce qu'on Afficheur dodo, quoi. Voilà, exactement, il y avait que ça à La Réunion. En tout cas, moi, quand je fréquentais à La Réunion, je jouais avec ça. Il a fallu que je quitte La Réunion pour découvrir toutes les autres bières. Et nous, quand on ramène la bière artisanale à La Réunion, qui s'est brassée localement, très vite, les gens ils étaient super emballés, quoi. Le gérant. Ça dépendait. Ça dépendait, mais quand même, en général. On a pris des tacles, mais en général, je trouve que les gens étaient assez réceptifs. Et c'est pour ça que très rapidement, dès qu'on a brassé, on avait déjà des gens qui étaient chauds pour avoir nos bières, quoi. Attends, parce que j'entends Jean-Yves derrière, tu nous dis, t'as pris un tac, t'as un sourire jusqu'aux Ouais, oreilles, vas-y, raconte-nous. C'était le tout début. On commençait. On avait la chance d'avoir des clients qui venaient nous voir. Ouais. Et après, on était au début, donc on démarchait. Donc, je prenais le fameux Santa Fe et j'allais voir un peu à droite à gauche qui pouvait vouloir nos bières. Et du coup, jusqu'au jour où en fait, je dépose un échantillon chez quelqu'un. Et en fait, du coup, le gars, je le rappelle 2-3 jours après, bon alors les bières, elles tombent plus, machin. Et jusque-là, on avait plutôt des bons retours, donc on était contents, on se disait ok, c'est cool. Et en fait, il m'a tué la bière, mais il nous a tué, quoi, il nous a assassiné en mode, franchement, personne n'a aimé, c'est vraiment horrible ce que vous faites, genre ça marchera pas, je vous veux pas. Et du coup, on était en mode grosse remise en question, qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, on n'y est toujours pas derrière mon bar. T'as 6 mois. Mais voilà, quoi. C'était, au début, c'est vrai que des fois, tu prends des petits tacles, les 2 pieds en avant. Voilà, quoi. Ouais, après ça dépend du bar aussi ou pas. Exactement. Ouais. Ouais, non, c'est ça, mais bon, c'est marrant l'évolution, parce que du coup, quand tu te lances, ça te marque, quoi. C'est-à-dire que tu dis mince, mon produit il plaît pas, est-ce qu'il faut qu'on revoie ce qu'on a bossé ou pas, donc au début ça fait un peu mal, quoi. Après bon, on a continué d'avancer et on a la chance d'avoir quelques clients sur l'île, donc aujourd'hui c'est cool. Mais... Ouais, bon, on en parlait tout à l'heure avant de démarrer le podcast, on parlait de virologie, donc c'est sympa parce qu'il brasse aussi lui un petit peu, aussi lui. À toute petite échelle, ouais. Toute petite échelle, ouais. On est content d'entendre ça. Non, mais il le fait à côté, c'est à côté de son Ouais, c'est un activité petit peu son principale. sa Ouais, danseuse. c'est un hobby, quoi. Ouais. Voilà. Et puis vous avez décroché quand même VNB, quoi, VNB.
voilà, qui est une grosse franchise nationale quand même. Ouais. Carrément. Donc ça doit débiter. Et puis après quoi d'autre, enfin, c'est toi qui t'en occupais. Joris, tu fais quoi? Tu prenais ta mallette et puis t'allais toquer aux portes? Ouais, on allait toquer aux portes. En fait, l'idée c'était de se dire, on est un produit, on n'a pas beaucoup de stock, on est un produit de qualité où on essaie de mettre le maximum d'ingrédients pays. Et en fait, on se positionne sur le secteur des CHR, donc commerce, hôtel, restaurant principalement, et épicerie fine. Et donc du coup, voilà, depuis le début, c'est le leitmotiv. Donc on axe vraiment la commercialisation là-dessus. Donc on a à peu près 110 points de vente sur la Réunion. Donc qui commande plus, voilà, ça tourne, mais c'est à peu près ça le ratio. Donc et on va livrer de partout. Et comment tu arrives à gérer ça? Alors je dis toi, parce que si c'est toi qui t'en occupes là-dessus, sur cette partie-là, on va parler du brassage après. Oui, il y a pas de problème. Comment tu arrives? Donc tu toques, tu vas toquer quoi au luxe en disant voilà, pour l'apéritif, vous avez des ballons à 5 euros. Ils ont pas voulu le luxe. Ah, mais d'ailleurs, S'ils nous écoutent, on est toujours dispo, hein, on a toujours de la bière. ouais, contre une chambre pour un soir. Ça peut être 2, 3, on est 3. Non, mais du coup, ouais, c'est ça. Enfin, au début, j'appelais. J'ai essayé d'appeler un peu sans me déplacer, sauf qu'en fait, appeler, ça marche pas trop. Donc, du coup, après, c'était prendre des échantillons et leur dire tenez, goûtez. Voilà, un peu comme là qui est là. Mais goûtez et voilà. Et après, en insistant un petit peu au fur et à mesure. Et après, tu gères les commandes, tu gères les réassorts, et du coup, après, les commandes par internet. C'est ça en fait, toutes les semaines, on envoie un mail, ils nous répondent par mail ou par texto, ça dépend un peu des clients. Et du coup, après, fichier de livraison, les commandes, de livraison sur toute l'île. Donc, une journée de livraison en gros dans le nord, l'est et jusqu'à grosso modo Saint-Gilles. Et après, une autre grosse journée plutôt dans le sud, pendant le reste de bas de Saint-Gilles jusqu'à Saint-Joseph. Tu as fait comment? Tu as passé le permis poids lourd ou tu as un livreur? Non. Alors on a acheté depuis le Santa Fe, on a acheté un Peugeot Expert. Et voilà. Donc pas besoin de permis pour ça. Ça marche toujours. On n'est pas encore assez gros pour passer les poids lourds. Donc on est toujours en Peugeot Expert. Et voilà. Maintenant c'est avec la camionnette qu'on traverse tout. On livre Sillaos. Ah ouais. On livre Helbourg, on est aussi dans un des snacks de Mafat. Ouais, la nouvelle. Non, pas encore. Ah, parce qu'il y en a un qui vend pas mal de bière. Ouais, mais pas encore. Mais c'est Marla. C'est ouais. Voilà, un snack Chez Jimmy. Donc voilà. En gros, on commence à être un peu de partout. Et on aime bien un peu les lieux aussi, un peu atypiques, un peu boutique. Ouais, parce qu'en arrivant à Marla, même si Marla, c'est quand même assis à pas mal de gîtes, etc., je m'attendais pas à trouver de la Dano. Plutôt, je m'attendais à vous prendre une fichière le soir, quoi. Voilà. Ouais, c'est possible aussi, du coup, pour un Dano. Ok. La nouvelle, ouais. Ouais, bien sûr. Jonathan, tu disais tout à l'heure, vous aviez du coup embauché, vous avez pris d'autres personnes. Voilà. À partir de quand Et ben, ça fait le premier emploi qu'on a créé, c'est un assistant brasseur et on l'a eu le 1er juin. Il nous a rejoint le 1er juin. 2020, 2019 2020. 2020 Ouais. D'accord. Avant, vous étiez tous les trois, de juillet 2018. Exactement. Alors on a fait, on a quand même eu pendant un petit moment un woofer, C'est ça. Oscar qui s'occupait, qui a bien bossé, qui s'est occupé des livraisons pendant un certain temps et qui nous a aidé aussi dans la réalisation du nouvel espace d'accueil qu'on va bientôt ouvrir. Qui est parti maintenant monter sa brasserie en métropole. Alors un woofer, juste pour expliquer rapidement, c'est une personne qui n'est pas rémunérée, mais sur lequel vous lui offrez le gîte, Ouais, nourri blanchi, ouais. Ouais, il dormait chez nous. Il dormait chez Les parents. Non. Alors en fait, Oscar c'était un sacré personnage. Il avait emménagé un camion pour pouvoir en fait y vivre, donc il était un peu nomade. Et du coup il vivait un peu à droite et à gauche dans son camion. Il a rejoint la coloc après parce les gars ils avaient une coloc, donc il y avait une chambre chez eux. Et en fait il brassait avec Thibaut. Il nous aidait c'est lui qui a pas mal géré aussi la construction du bar en palette à la brasserie. Et
voilà, maintenant il a riche son expérience, il est reparti. Voilà, grosso modo, c'est ça. Jusqu'à Ouais. juin 2020, on était 3, C'est ça. 3,5, 4. 4 avec Oscar, il fait partie de la famille. C'est monté en puissance sur 2019, donc après la sortie des Gilets jaunes, vous avez pu enfin livrer. Ouais. Vous êtes rendu compte vraiment que ça prenait à partir du moment où ça a pris tout de suite, à part quelques-uns qui n'étaient pas d'accord, qui n'ont pas aimé. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu un crescendo fort où il y a des périodes. Je pense que c'était plutôt constant. On a eu une croissance assez constante. On a souvent été dans le guidon, donc on voit pas forcément, on fait pas attention à tout, mais en général, on n'a pas arrêté d'augmenter sur notre capacité de production, notre rythme, la prospection des clients. Il y avait toujours de nouveaux clients à avoir, de nouveaux marchés à prendre, une nouvelle bière à brasser. Donc non, c'était plutôt en bonne croissance. Alors justement, j'ai une question par rapport à ça, donc Thibaut. Vous avez développé, donc en termes de volume, vous étiez limité, comme tu disais tout à l'heure, véhicule de 600 litres, je pense qu'il disait ça. Vous êtes encore dans le garage. On va parler après développement et de savoir comment vous êtes développé sur un nouvel entrepôt, on peut dire ça. Et en termes de brassage, vous avez démarré avec quoi? Une blonde classique, une brune? Non, nous, justement, ce qui est, je pense assez intéressant, c'est qu'on a commencé avec 4 bières. On était tous d'accord, je crois, on voulait une gamme, que ce soit au niveau commercial, de pouvoir proposer une gamme, ou même au niveau pour s'amuser, c'est cool. Si t'es un restaurant et que tu fais qu'un plat, au bout de 6 mois, t'en as peut-être un peu marre. Donc nous, dans les bières, c'était pareil. Donc on a commencé avec une blonde, avec une blanche, au gingembre. La recette a quasiment pas changé. Après une IPA. Combava au début, ouais, on a arrêté d'en mettre. Le Combava du jardin de Ouais, Jonathan. on prenait du Combava, mais l'arbre de sa mère, il avait presque plus de feuilles. Donc Ah, vous preniez les feuilles du Combava, ça Ouais. marche aussi. Hein. ça marche aussi, mais bon, on en faisait tellement pour l'arbre qu'on s'est dit, bon, on va peut-être arrêter d'en mettre. Et donc la blanche, l'IPA ou l'IPA, donc c'est une bière un peu plus houblonnée, de culture plus américaine, anglo-saxonne, et un stout, un peu une bière, un peu comme une Guinness, mais beaucoup plus légère. Donc on avait ces 4 bières-là. Et donc justement, ça nous limitait en quantité, puisqu'il fallait toutes les brasser. Donc on était toujours en limite en stock, puisqu'il fallait brasser les 4 bières. Et depuis, la gamme, elle s'est un peu étoffée, et on s'amuse en fonction de ce qu'on trouve dans les épices ou les fruits de saison, pour confectionner des recettes un peu plus atypiques, et pour les gens qui ont envie de découvrir des trucs un peu plus spécifiques ou bizarres, quoi. Tamarin. Tamarin, on n'a pas essayé. Là, on a ressorti, on a une bière goyavée framboise, Dallon, qui n'a pas trop mal marché. Et là, on a sorti une bière pour nos 2 ans. Une bière à... On va, ouais. c'est une exclusivité. C'est Je quoi? sais pas quand est-ce que c'est diffusé, mais c'est une bière à la baie de Timut. C'est une baie qui pousse dans les hauts plateaux du Népal. Ça, je crois que j'en ai pas trouvé sur l'île. En fait, c'est un poivre qu'on appelle aussi poivre pamplemousse, qui vient dégager les arômes de pamplemousse assez impressionnants. Donc on a mis en bouteille aujourd'hui, donc ça sortira dans quelques jours. Donc voilà, on s'amuse à faire des bières un peu différentes. Donc les 4, vous avez démarré avec une stout, donc qui est une bière plutôt brune, mais pas Ouais. non plus trop lourde non plus, j'en ai Ouais. déjà consommé. Une blonde classique, entre Classique, guillemets, ouais. Pareil, c'est presque ce qu'on appelle en anglais, enfin ils appellent ça une pale ale. ouais. Plus une pale ale. En fait, Ouais, une puis pils, c'est un peu... pils et lager dans les bières, c'est des bières qui sont fermentées à basse température. Et donc ça fait des bières beaucoup plus légères, avec des maltes beaucoup moins torréfiées, c'est des bières un peu indus, pas au sens péjoratif, mais de culture tchèque ou allemande, lager. Lager plus qu'Heineken. Et nous on est plus dans un type de brassage à l'anglaise. Donc stout, IPA ou la blonde, ça ressemble à ce qu'on appelle une pale ale. Une ale, c'est un type de bière, enfin, ça veut presque dire bière en anglais en fait. Ale. La ale, pour moi, c'était de la bière parce qu'il y avait assez peu de bulles, donc il n'y avait Ouais. pas de gaz qui La tirait ale, en ouais, Angleterre ouais. avec le Du coup, bras la directement. pale c'est ale, ça. c'est le malt, le pale, c'est le malt qui est utilisé. Mais c'est vrai qu'ils tirent ça dans des casques en Angleterre, là, ils tirent ça justement, c'est des pompes à bière, dans le sens où c'est pompé en fait, il n'y a pas de CO2 pour faire sortir la bière. Et donc il n'est pas refroidi, donc c'est des bières qui sont servies à température ambiante. Ouais, c'est Mais nous on fait pas ça quand même, parce qu'il fait chaud. Tu viens à la Réunion, elle sort à 40 la bière. Mais ouais, ça marche Sans quand bulle. il fait 10 dehors. Donc Ouais. la bière elle est à 8 degrés. Mais... En plus, les Anglais, même quand il fait 2 degrés, ils sont en t-shirt. Hein. Voilà, ouais. Ça, c'est toujours le truc où moi, j'ai jamais réussi à comprendre.
Bon, Ouais, j'arrive avec ma doudoune, je suis gelé au 5e degré, et eux, ils sont dehors, ça, c'est pas possible. vrai, ça. Ouais. Donc Et voilà. c'est quoi le type de bière qui marche le mieux à La Réunion? Ils aiment quoi les Réunionnais? Eh ben, c'est une bonne question, c'est intéressant. Nous, nos meilleures ventes, en fait, sur les 4, c'est l'IPA en fait. Donc, parce que on en parlait avec Jonathan tout à l'heure. Ouais. c'est un peu la bière un peu à la mode, on va dire quoi, parce que c'est une vieille bière qui a été un peu oubliée. Et après, il y a eu un gros travail au niveau du houblon, surtout aux États-Unis, pour développer des nouveaux houblons qui apportent en fait des arômes de fruits ou de fleurs. C'est des bières qui sentent les fruits exotiques, les agrumes, donc il n'y a pas de fruits dedans. Donc ça plaît pas mal. Après, ça dépend un peu des types de clientèle. Les Réunionnais sont pas forcément trop fans d'amertume. Même notre IPA, normalement, c'est des bières. Les anciennes IPA sont très amères. La nôtre est pas très amère pour une IPA par rapport à d'autres IPA qu'on peut trouver ailleurs. Mais c'est plutôt le marché local qui veut ça, quoi. Même par rapport au début, à la première qu'on a sortie. Qui était plus amère. Ouais, qui était plus- Ouais. Donc l'IPA marche, mais plutôt sur le côté fruité que amer. Après, c'est les bières, je pense. Il y a de tout. Les bières, bizarrement, les bières type triple, donc un peu. Enfin, pour les bières belges, disons, du culture belge, un peu plus forte en alcool, un peu plus ronde et un peu plus de caractère. Elles plaisent aussi, alors que c'est un climat qui est assez chaud. Nous, de base, on préfère moins ces bières-là, donc c'est pour ça qu'on n'en avait pas à la base dans la gamme. Là, on a rajouté une triple parce qu'il y a une demande en fait, et donc elle plaît, donc on continue à la brasser. Donc c'est l'IPA, la triple, en fait. Et toujours en ajoutant quelque chose de local. Là, par exemple, pour la triple, on la brasse avec du sirop à la cuite. C'est toujours important aussi, même si c'est une bière qui vient d'ailleurs, nous, on met toujours une petite touche un peu spécifique au terroir. Le sirop à la cuite, je connais, c'est ancien, c'est vieux, mais explique un petit peu pour les C'est auditeurs. de la mélasse, Ouais. caramel, c'est du sucre paraffiné. Donc c'est- Ouais, On fait la même chose avec le rhum en fait, La en mode cuite, concept c'est rhum. Voilà. Ouais, ça donne un côté un peu caramel à Caramel. la triple qui est assez intéressant en fait. Moi je pensais que la triple on rajoutait plus de houblon dedans. Non, en fait, la triple, c'est un grand mot pour dire à l'époque. Alors, il y en a qui disent que c'est triple fermentation, mais c'est pas vraiment ça. C'est surtout que les moines belges brassaient 3 bières. Enfin, ils faisaient 3 bières avec le même brassin. Une première avec un premier jet, un mou qui était très concentré, donc qui était une bière triple, qui était forte. Une bière un peu plus légère, et puis après une bière de table qui était très très légère en fait, qu'on pouvait boire, qui était presque pas alcoolisée. Et la triple, en fait, c'est ça, c'était le premier jet, quoi. Donc c'est une bière qui est plus forte. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que ça marche à la Réunion. Hein. Ouais. Ouais. Faut regarder avec Jonathan, et Jonathan était là, oui tiens. Ouais. Ouais. Mais même, même en métropole, il y a une culture de la bière belge qui est super puissante par rapport à les bières allemandes, où elles ne sont pas très présentes, des bières anglaises moins. En fait, quand tu vas dans un bar en métropole, il y a beaucoup de bières de culture belge. En fait. Oui, bah, c'est vrai qu'on en trouve facilement de la Duvel, etc. C'est vrai qu'on parlait de la Pils tout à l'heure, c'est vrai que la Pils, tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise, ça vient de Pilsner Urquell, qui est une marque allemande, qui est une bière de soif assez facile à boire et légère. C'est aussi le Pils, c'est aussi un type de malt, de céréales. Donc justement, c'est très léger. C'est des bières qui sont dans le processus de fabrication très légères, quoi. Et nous, on n'est pas du tout dans. Pour faire une bonne pile, c'est compliqué en tant que brasseur artisan, parce qu'il faut et surtout sur une île, parce qu'il faut des produits très frais. Donc plus la céréale est fraîche et plus les houblons sont frais, plus il y a une piste qui a des bons arômes. Mais à l'inverse, si jamais les produits sont plus très frais, ça fait une bière pas très bonne, quoi. Après pile, souvent, on entend bière filtrée, pasteurisée. Ouais, mais t'as des piles souvent, filtrées, non ouais. pasteurisées qui sont Mais tout à fait- souvent tu vas associer ça à la bière filtrée, pasteurisée qui va te la rendre hyper légère, hyper accessible, quoi. Et tout ce qui est derrière avec l'approvisionnement, parce que j'ai entendu dire, notamment aussi, encore pour reciter l'hydrologie, on disait que c'était problématique de trouver justement du malt en ce moment, qu'il y avait des problématiques là-dessus, et tu disais que ça venait beaucoup des États-Unis. Ouais. Comment vous faites pour vous approvisionner parce que là, j'ai entendu dire que ça... Nous, on essaye de ne pas avoir un seul fournisseur. On essaie de en avoir plusieurs. Et puis, c'est un gros travail de logistique en amont. Il faut prévoir, quoi, de se dire, ok, potentiellement, il y a un roulement de stock, il faut de la place pour stocker, en fait. Parce que tu peux pas t'amuser à être à un sac près, parce que justement, tu as les gilets jaunes, ou le Covid. Ou un cyclone. Ou un cyclone. C'est jamais- Nous, c'est peut-être une des raisons aussi de la réussite jusqu'aujourd'hui, c'est la non-rupture des matières premières, quoi. C'est assez fou, on a souvent eu de la chance. On n'a jamais été en rupture de bouteille ou autre, mais ça se joue à rien, donc on a un peu de chance, je pense.
Donc tu gères, en fait, c'est toi qui gères les approvisionnements avec ça, tout ce qui est stock, Thibaut? Ouais, avec du coup pas mal avec Jonathan aussi, où justement après il y a un travail sur les transitaires, justement le choix des transitaires, de la route. Plus ça va, plus on commence à comprendre comment ça fonctionne, et donc pour essayer de minimiser les coûts quoi, et le temps de transit, parce qu'il y a aussi plus le transit est long, plus la qualité du produit peut se détériorer à l'import, quoi, donc il y a tout ce travail à faire. Ça, Jonathan, c'est toi qui gères le transitaire? Avec Thibaut, ouais. Ouais. Avec Thibaut, Dessus, bah oui, de toute façon, c'est. Et puis même Joris, il importe pas mal aussi d'équipements. J'étais plus au début, Pour, maintenant. Équipement comme quoi, tu importes, Joris? En fait, on commence à se mettre à installer un petit peu des tireuses à bière dans certains bars. Donc là, je pense aux Châtaignes, à Saint-Pierre, à la Potique, à Saint-Denis. Donc on commence un petit peu à installer des tireuses à bière. Et donc du coup, il y a l'import qui est à faire. Donc voilà, c'est une évolution aussi de la brasserie d'Allons en ce moment. Au niveau commercial aussi, où on commence à essayer de mettre en place la pression dans les bars. Donc petit à petit, ça prend forme, quoi. En démarrant ce podcast, tout à l'heure avec Jonathan, on parlait de la spécificité, parce qu'on m'a parlé notamment chez BNB, vous aviez des fûts spécifiques qui étaient bien. Jonathan m'a expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour les auditeurs? Ouais, en fait, nous on a des fûts. De façon simple, c'est normalement un fût classique, c'est en inox. Donc on a besoin de CO2 pour pousser la bière, en fait, pour sortir la bière du fût et pour pouvoir la tirer. Nous, ils sont en fait en plastique, donc réutilisables en plastique. Et eux, qui a un échange d'air avec, c'est en fait un peu comme un cubi de vin, c'est la poche qui est poussée en fait par l'air et qui permet d'extraire la bière. Donc c'est un concept qui est intéressant, mais qui est très dur à mettre en place en termes de carbonatation. En fait, ils sont durs à gérer ces fûts-là, mais au niveau du concept, ils sont intéressants parce qu'il n'y a pas d'échange entre la bière et l'air, puisqu'il y a une poche en fait. Ce qui permet, en d'autres termes, en fait de conserver un fût plus longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un fût inox, on le tire avec du CO2 pour éviter qu'il s'oxyde. Donc voilà, il va s'oxyder, il va être moins bon au bout d'une semaine, grosso modo. Alors qu'avec nos fûts, avec ces systèmes de poche, il n'y a pas d'échange, et donc du coup, on va pouvoir garder un fût percuté 3 semaines, un mois, quoi. Il y a une conservation plus importante, et aussi pour en fait, notre client, donc le bar qui le tire à la pression, il y a moins de pertes aussi. Donc ce système, en fait, il permet d'éviter de trop faire mousser la bière, d'avoir trop de pertes à la fin, il s'y retrouve. Ouais, s'il perce le fût, déjà d'une, il sait que si jamais, je sais pas, il est fermé pendant 3-4 jours, on lui commande pas de la bière d'Allons, pas bien. Ça va bien. Il perdra pas son fût, et en plus il ira jusqu'au fond du fût. Typiquement, on a eu le cas un peu avec le Covid, où en fait on a eu des clients qui avaient leur fût percuté avant Covid et qui l'ont du coup retiré après le Covid, et le fût était toujours bon, quoi. Donc la bière avait tenu 2 mois jusqu'à qu'elle était bien conservée. Non, c'est quelques semaines, 3 semaines, non? Ouais, c'est ça, 3 semaines, mais là en l'occurrence c'était dans un bar où il y a une chambre froide, c'est bien conservé, etc. Donc en fait la bière était toujours bonne au bout de 2 mois, donc voilà, c'est vraiment un plus. Et c'est un petit peu un renouveau aussi des brasseries, artisanales utilisent ce type de fût. Voilà, d'autres non, d'autres oui. Voilà, après c'est des choix, sachant que ça coûte un peu plus cher. Parce que voilà. Ouais, c'est ça, c'est une qualité de fût qui est là, et puis derrière il faut nettoyer aussi tout au niveau. C'est toute une logistique, etc. C'est toute une logistique, quoi. Ouais. Vous arrivez à gérer comment ça? Le lavage en général? Ouais, en fait c'est le gros travail d'un brasseur, c'est sanitariser, enfin nettoyer, quoi. En fait, c'est un peu comme en cuisine. Hein. Pour qu'un plat soit bon, il faut que la cuisine soit propre. C'est pareil dans la bière, quoi. Donc après c'est des routines relativement simples, quoi, mais il faut savoir être carré. 20% de brassage et 80% de lavage, c'est à peu près ça. Ça donne un ratio. 70-30. C'est toute la manutention, c'est tout l'aspect. Ouais, avec la manutention tu fais 80. Ouais. Mais c'est important, parce que la grande différence avec une bière artisanale et industrielle, c'est la pasteurisation. Enfin, il y a les ingrédients, mais surtout la pasteurisation. Donc c'est un peu comme du lait ou un jus d'orange frais. Entre un frais et un pasteurisé, il n'y aura pas le même goût. Et donc en fait, quand tu pasteurises, tu stabilises le produit, mais tu tues les arômes, tu tues des bactéries, entre guillemets, mais c'est des arômes. Et donc en fait, nous, notre produit n'est pas pasteurisé. Et donc si il n'est pas propre,
entre guillemets, il y a d'autres bactéries qu'on ne voulait pas dans la bière qui se développent, qui ne sont pas pathogènes pour l'homme, mais qui développent des faux goûts. Et donc il faut être propre pour éviter en fait ces faux goûts dans la bière. Et c'est quasiment le plus gros challenge, quoi, mais que ce soit pour tous les brasseurs dans le monde. C'est ça qui donne le goût de savon. Ouais, entre autres. Ça Après, fait partie des faux goûts qu'on peut trouver. Ouais. Il y a plein de faux goûts, hein. Ça peut être des goûts acides. De banane. Souvent, c'est ce qu'on appelle des infections lactiques ou acétiques. Ces bactéries qui viennent abaisser ton pH et donc qui donnent un côté acide, un côté ça peut sentir le fromage. Enfin, il y a plein de faux goûts, quoi. En fonction de... La banane, ça va, mais si ça sent le fromage, la bière, ça va. Ouais, non. Non, il y a c'est des bon, odeurs cool. qui sont moins fun que la banane. Donc ouais, ça dépend. Et donc c'est ça le gros du... Il faut savoir être assez carré là-dessus, quoi. Et donc vous développez, je vois ce que tu disais, vous achetez des pompes pour les mettre directement, donc vous avez vos propres pompes à bière dans les bars. Là, je pense que le garage de tes parents, Jonathan, arrive peut-être à saturation, et vous êtes sur un autre projet. C'est ça, en fait, je pense que quand on était chez mes parents, on faisait quoi, après 8000 litres de bière qu'on pouvait Même pas. moins 8000 litres donc par mois en production. Et ça devenait assez chaud de brasser. Il y avait tous les groupes froids qui tournaient, la pièce était assez petite quand même, c'était pas fait 34 mètres carrés. 34 mètres carrés. On pouvait pas, on faisait tout, on brassait, on conditionnait dans cet espace-là. Donc c'était devenu assez urgent, assez important pour nous de déménager. Avoir quelque chose de plein pied. À tout niveau, je crois, tout que niveau. ce soit en termes de production, de stockage aussi. et nous aussi. C'est-à-dire Ouais. qu'on En fait, on se moquait de Thibaut parce qu'il avait il est assez sec. Et par contre, il avait pris des bras, et il avait des bras énormes. Et du coup, on se moquait parce qu'en fait, on devait porter tous les cartons jusqu'au stock. Enfin, Ah bref, c'était pas du tout fait c'était pour pas fait accueillir une pour. brasserie. Du coup, on portait tout à la main. En fait, ça, on a été sensibilisés là-dessus après. Mais nous, s'il fallait le faire, on le faisait. Donc toutes les tâches de manutention, on le faisait et pas dans les règles de l'art. En fait, pas maintenant. Si on regarde en arrière, on se dit mais on était fous en fait de faire des choses comme ça, on portait tout, on se flinguait le dos, les travaux, on donnait des coups de marteau-piqueur partout, on s'est détruit la santé. Si la sécu, c'est ça. Voilà, en fait on faisait tout pas comme il faut. Et du coup, trouver un endroit qui pouvait accueillir nos cuves sans qu'on ait à péter le sol, c'était important, que tout soit de plein pied, pouvoir stocker au même endroit aussi une partie de nos matières premières, c'était très important parce qu'avant on avait des conteneurs à droite à gauche, donc c'était un bordel monstre. Tout pouvoir rationaliser, c'était important, on a gagné énormément de temps, on a de la place, c'était mieux. Le travail était plus organisé, on a même eu la chance de pouvoir recruter, donc c'est chouette. Et il est où ce nouveau local du coup? On est basé dans la zone industrielle de la Mare, juste à côté de l'aéroport. Donc Sainte-Marie, donc le nord. Exactement, ouais. Le nord, la zone, c'est à côté de. Il y a CBO, il y a le. C'est ça, Aerostral, c'est pas mal. Leasing de CBO qui a monté son coworking, son espace de coworking. Il y a pas mal de Exactement. sièges de boîte. Pôle emploi. Il y a Pôle emploi notamment. Oui, il y a la Soréfie aussi. Ouais, bon, il y a pas mal Voilà. de choses à courir. C'est vrai que Pas mal de choses, il y a un restaurant aussi, on en parlait tout à l'heure avec Jonathan. Il y a pas mal de sorties de bureau là-bas, vous allez être bien. Donc là, vous avez un vrai espace de stockage bien sur lequel vous ne pouvez pas vous casser le dos. Vous allez faire bar aussi. Expliquez-moi le concept un petit peu. Du concept. Du coup, le concept est assez simple en fait. On s'est dit, on produit de la bière, c'est cool. Mais en fait, pourquoi pas la mettre en avant sur le lieu de vente. Ça permet aux gens de voir, de montrer ce qu'on fait, que les gens puissent voir les cuves, de voir le travail des brasseurs. Et donc d'avoir cette vitrine-là, quoi. Donc les gens vont pouvoir venir boire des bières, découvrir nos bières de saison. Donc on aura 8 tirages là-bas. Potentiellement 8 bières à mettre. Donc on en a 4 aujourd'hui en gamme. On a étoffé à peu près à 5-6 bières. Donc voilà, on en aura au moins 2 nouvelles qui arriveront régulièrement. On va aussi probablement faire de la restauration un petit peu. Et l'idée c'est d'ouvrir une à deux fois semaine pour faire des petits concerts, créer une bonne ambiance, faire découvrir la bière et la mettre en avant, quoi. Ouais, vous allez avoir les sorties de bureau, peut-être, je pense, en semaine. c'est ça. Ouais. Ouais, C'est vous ça. allez avoir ça. Et qui va se mettre derrière le bar?
Pour l'instant, c'est un sujet. On sait pas trop, on va voir au début si ça prend. Si c'est je pense que ça va se faire comme toutes les décisions qu'on prend de façon consciencieuse et sérieuse avec une bonne partie de pierre feuille ciseaux pour savoir qui va ou une partie de ping-pong. Donc je serais probablement. Dans ce cas-là, c'est Jonathan. Il n'y a pas de doute. Jonathan sera derrière le bar. Ouais, le bar, en fait, vous avez trouvé un espace de stockage dans lequel vous allez pouvoir brasser, ça va être beaucoup mieux, Ouais, bah là on y est, on brasse déjà. Ouais, vous y êtes dedans depuis quand? Février-mars. Février-mars, exactement. Juste avant le Covid, au final. Ouais, super. C'était une période un peu bizarre aussi, ça pour nous, c'était un autre frein, mais rapidement on a pu renverser la tendance où on aurait pu arrêter totalement l'activité, mais au final on a continué à brasser, continué à mettre en bouteille. Donc, certes, on ne faisait pas autant de volume avec les fûts, avec continuer sur les circuits traditionnels qu'on a. Donc nous, d'ailleurs, on n'est pas en distribution, on est que en direct en CHA, chez les cavistes indépendants, dans les restaurants, des bars. Et là, toute l'activité restaurant-bar, justement, elle était stoppée. Et nous, on aurait décidé, avec notre fidèle petit Peugeot expert, d'aller livrer les particuliers chez eux pendant le Covid. Donc on avait au moins cette activité qui... Ah, j'en avais entendu parler, je vous avais communiqué sur Facebook, non? On a fait, pendant cette période, on a fait plein de petites vidéos parce qu'on avait un peu de temps à tuer. Et du coup, on faisait des livraisons à domicile sur toute l'île. Du coup, autant dire qu'on connaît bien la Réunion, quoi. Ouais. Tous les hauts, toute la Réunion. Et les gens, ils vous commandaient quoi? Des packs comme ça, de packs Pour un de carton. 6? C'était un carton de bière. Minimum un carton, quoi, parce qu'on se dépassait pas pour une bouteille, sinon c'était. Bah, c'est combien un carton? C'est quoi un carton? 12 bouteilles hein? Alors 12 bouteilles de 75 ou 24 bières de 33 centilitres. Ouais, bon, après, les gens pendant le Covid, ils restaient ils étaient du boire de la bière. Hein. Ah, ils étaient contents de nous voir arriver. Ça, C'était drôle, hein, quand tu arrives aux dernières livraisons un peu le soir. Eux, les familles, les pères de famille, ils étaient là, il y avait 3-4 gamins dans les pattes toute la journée, ça gueulait et tout arrivait. Ah, ils étaient heureux, en plus ils voulaient tous un peu te parler et tout, ils disaient t'as commencé dehors, comment ça va, tu veux pas boire une bière et tout? Non, j'ai des livraisons à faire, non mais viens et tout. Ils essayaient de parler un peu, de créer du lien et ça c'était chouette quand même de pouvoir leur apporter. On était un peu le lien avec l'extérieur, donc c'était vraiment cool à faire. Mais et du coup, ça passe, vous arrivez à passer le confinement avec ça, vous maintenez les cuves. Ouais. Vous êtes déjà installé dans la mare, vous avez profité pour faire des travaux à l'intérieur? Il y a eu un bar qui a poussé. Ouais, on a fait doucement les travaux, quoi. Notamment pour ce qu'il faudra venir voir, mais il est assez joli. C'est le bar, il y a eu tout un travail, justement, Oscar, ce qu'on disait. Là. On a travaillé là-dessus pendant le confinement, on avait un peu plus de temps, quoi. Après, les livraisons, ça prenait quand même beaucoup de temps. Même si on livrait pas énormément de gens, de faire Plateau Wickers à Salazie jusqu'à Saint-Joseph. Rivière Saint-Louis, Léo. On allait vraiment très très loin. Et du coup, on n'avait pas beaucoup de temps. Même si c'était pas énorme, il fallait quand même. S'était avancé là-dessus, on livrait tout le monde. Si un gars disait je veux un carton à Manapani, on n'avait pas eu dire non. Donc on faisait beaucoup de route, quoi. Il y avait personne sur la route. Donc du coup, on a fait le bar, on a quand même bien avancé sur les travaux du bar. En fait, on a pour faire le bar, pour la petite histoire, on a réutilisé en fait l'emballage de nos cuves. On avait des cuves d'emballage des cuves qui étaient en bois. À l'époque, quand on les avait commandés, ça nous avait coûté super cher ces emballages et on était dégoûtés parce que c'était du bon bois. Et du coup, on se disait qu'est-ce qu'on va faire de ce bois-là? Et du coup, on l'a toujours gardé, on l'a jamais jeté. Et au final, on s'en est servi pour faire tout le bar, quoi. Donc, on est plutôt content d'avoir réutilisé. Et voilà, puis après le confinement a fini. L'activité a redémarré tranquillement. Ça redémarre petit à petit. Tous les canaux de distribution sont ouverts et c'est reparti, quoi. Ouais, le CHR, c'est reparti derrière. Tu parlais tout à l'heure, Jonathan, d'ouverture à la grande distribution. C'est une volonté, vous voulez y aller ou pas? Nous, on n'a pas forcément les volumes. On n'a pas les volumes, on n'a pas forcément l'envie non plus. Là, on a travaillé avec ces fameux cavistes indépendants, donc ces petites structures qui accueillent nos bières. Ils font l'effort de mettre en avant des produits un peu premium, un peu de qualité, de dégustation, un peu fin. Et du coup, ça nous dissuade aussi peut-être un peu de rentrer dans les canaux de grande distribution. On n'a même pas, le stock pour. C'est ça. Là-dessus, on n'a pas de volume, donc en fait, on fait le choix de pas y être parce que voilà, ça servirait à mettre en rupture, d'avoir le rayon vide, etc. Ça ne servirait pas trop à grand chose. Ouais, bon, ça vous permet de tenir aussi votre réseau. Vous avez le réseau intégré, parce que c'est un réseau intégré en fait, d'aller vendre directement votre bière directement en cuve, et puis vous maintenez une image de qualité, de produits de qualité, en passant par des cavistes, des cavistes qui vendent uniquement que de la bière de bonne qualité, vous ne trouvez pas à côté de la Heineken, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, et ça contribue à une construction d'image de marque. C'est vrai des fois on souffre un peu de ça, les gens nous trouvent
On nous dit qu'on est partout, mais en même temps on ne trouve pas en fait, à l'acheter pour chez soi. C'est une sorte de paradoxe un peu. Mais... C'est vrai que la grande surface permet quand même une démocratisation de. Quand tu rentres dans la grande surface, de la bière et de la vente. Tout le monde te connaît, quoi. Nous on ne le pas, mais pour l'instant on est bien comme ça. Quoi. On verra dans le futur. Mais là pour l'instant. Vous arrivez déjà à prendre la place de bière un peu en arrivant. Moi j'ai de la par exemple au Chat Blanc, c'est ça quoi. Voilà. Derrière, il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup, c'est votre logo. Phare. J'ai regardé que c'était une designeuse, c'était quelqu'un qui une designeuse hyper connue. Non, je sais pas du tout. Alors du tout, je voulais vous poser la question parce que je suis très intrigué. On laisse parler Thibaut là. Du coup, les étiquettes, c'est la copine de mon frère en fait, qui est architecte et qui est doué avec ses doigts et qui nous a fait les 4 premières étiquettes. Fanny Carotte Mouto, là, t'as dû lire le nom, ouais, j'ai regardé sur l'étiquette, ouais. Et donc elle nous a fait les étiquettes. Là, justement, les 6 premiers mois on en parlait, là, où on attendait d'avoir les cubes, on bossait aussi là-dessus. On a fini par avoir ces étiquettes-là qui n'ont quasiment pas bougé. Et après, pour le logo, que ce soit les deux que tu as là, on avait fait appel à, tu sais, des sites de freelance, des mecs qui font des logos, ça va de 50 à 1000 euros, et après, ils proposent des trucs. On lui avait donc proposé des dessins pour avoir un logo, et il nous a fait un... D'accord, juste attendre un petit peu que le monsieur ait fini avec les verres. Merci. Ouais, donc on lui donne des dessins qui commencent à un logo. Et il nous avait juste mis sur Paint 3-4 couleurs en jaune, un truc d'enfant. On a dû être un peu trop radin peut-être sur le sujet. Bref, et du coup on a payé je sais plus combien d'euros pour avoir un truc tout pourri. 250. Ça nous saoulait, ouais, et du coup je me suis enfermé 2-3 jours et du coup on a fait nous-mêmes les logos. Quoi. Ouais, bah c'est très réussi, ils sont très beaux. Et c'est vrai que les sites de design en ligne, généralement, je trouve que. Après, il n'y a pas que des mauvaises choses. Nous, c'est juste qu'on a trouvé un truc qui nous avait pas plu. Après, en fait, non, il y avait une erreur sur le catalogue entre ce qu'il montrait sur son site, son portfolio, et ce qu'il a produit. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais bon, après, donc c'est l'histoire un peu du logo, quoi. Et après, pour le pourquoi aussi, le phare. Donc, c'est le phare de Sainte-Suzanne. C'est pas un phare breton, c'est pas un phare de. J'allais dire phare breton. Ouais, c'est le phare de Sainte-Suzanne qui est le seul et unique phare de la Réunion. Et du coup, ça arrivé. Il y a 2 histoires derrière ce phare. Pourquoi le phare? Parce que on trouve le visuel joli. Donc, du coup, on a pris le phare. Et après, le deuxième, c'est un peu pour la symbolique, où ça rappelle un peu. En fait, le phare, c'est ce qui te ramène à bon port. Et en gros, le phare qui te sauve et qui t'aide à aller bien, et c'est un peu le parallèle avec Dallon, où t'as tes Dallons, tes potes qui t'épaulent un peu tout au long de ta vie et qui te permettent parfois de rester sur les bons rails. Donc voilà, c'est un peu le petit clin d'œil au nom Dallon. Ok. On a vu pour le logo, on a vu pour les bouteilles qui arrivaient, vous avez remis tout en place en réseau intégré avec Alamar. Vous avez lancé, je ne sais plus si on l'a dit ou pas, vous avez lancé quand la date d'ouverture officielle Alamar? Début novembre. Début novembre. Avant Noël? Oui, ça va dépendre aussi du climat social et du Covid et compagnie. Si jamais s'il y a des restrictions plus importantes, on décalera peut-être, mais en tout cas, on projette novembre. Ça devait concorder en fait à ça reste pas notre activité principale. Enfin, nous, notre métier, c'est de produire de la bière, livrer des clients, enfin, c'est avoir une distribution, etc. C'est une activité annexe, donc qu'on fera quand on sera prêt et que tout sera bien pour le faire. Mais ça devait concorder à la fin de la campagne Ulule, campagne participative qu'on a mis en place il y a un mois, donc on avait atteint les 100%. Et maintenant, on a de la chance d'avoir atteint les 200% et la campagne continue. Oui, c'est vrai, vous avez fait pour monter tout ce bar-là. Du coup, les gens qui vont sur Ulule ont leur nom. Donc Ulule, c'est un site coopératif de financement participatif. Donc, il y a plusieurs contreparties qu'on met en place. Et c'est des dons. Donc ils nous font des dons, ils ont des contreparties. Et il y a plusieurs 1000 stades. €, vous pouvez avoir de la bière à vie. 1000 €, bière à vie, voilà. avec un diplôme. Bière à vie. Et du coup, voilà, tous les participants, ils auront leur nom sur une fresque. Donc ça fait partie d'un des projets qu'on a mis en place pour la campagne. Et il y a plein d'autres choses. Cette cagnotte, en fait, elle va nous permettre plein de choses pour la brasserie.
des growlers, donc des growlers, des bouteilles consignées en fait. D'accord. On a aussi, on va pouvoir investir dans un chariot élévateur, ça c'est top pour la manutention. Plein de trucs, Le tous les bar, travaux, en fait. Tous les travaux qu'on fait pour qui sont liés au bar, soit une terrasse, une pergola, du mobilier, la fresque. voilà, du matériel pour la cuisine. Et là, vous avez doublé, vous êtes à quoi 200% sur la 250. compagnie. On est à 250%. Vous en avez refait une deuxième en fait. En fait, c'est le concept de ces plateformes, c'est que si tu n'atteins pas ton premier objectif de 100%, tu as 0 €. Donc si tu as 95%, tu n'as pas l'argent et les gens n'ont pas leur contrepartie. Donc il ne faut pas mettre un palier trop haut, sinon ton projet ne se fait pas. D'accord. On avait vu pas assez bas, mais on a très vite atteint le premier palier de 100%, mais ça ne veut pas dire que la cagnotte est terminée. Les gens peuvent toujours participer. Et il suffit juste de communiquer sur un autre palier, donc de 200%, et de justifier l'argent donné par les participants sur une nouvelle, en fait, un nouvel objectif, quoi. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. Et là, vous êtes à combien en termes d'euros? Là, c'est 25 000 €. 25 000 € au total. Ah oui. Après, il y a donc c'est l'argent, la nous, il y a une commission du site internet qui prend une commission quand même. Et nous, et ça nous coûte, toutes les contreparties, on a été assez généreux, donc ça nous coûte de l'argent. Donc, sur les 25 000 €, j'ai pas calculé, mais on va pas récupérer 25 000 €, bien moins. Mais bon, Oui, la partie- fameuse fresque. Ça fait Ouais, partie, ouais, ça fait partie du jeu quoi. Ah non, mais c'est un beau projet, c'est bien, c'est une belle réutte ça. Ouais, c'est Une campagne chouette, comme ça. ça faisait longtemps qu'on voulait la faire, et donc là, c'était le bon timing, je pense. Ouais, parce que je vois toujours des youtubeurs qui demandent d'être typés. Je me dis, mais tiens, ça doit quand même bien fonctionner. Et ouais, il y a des gens Ouais, qui il y a plein de trucs. Il y a des artistes qui font leurs Très bon albums projet. sur Ulule. Il y a pas mal de trucs dans l'artisanat et la cuisine, justement, ou des projets un peu plus dans le design, dans les fringues. Il y a plein de trucs. À Réunion, pas trop. Pas trop, mais ouais, c'est assez peu utilisé à la Peu Réunion. Il utilisé, y a ouais. des groupes de musique qui l'ont fait. Mais c'est vrai que là, nous, on a de la chance. Notre compagne, elle a eu bon retour. Ouais, parce que je vois ça, il y a les entrepreneurs ou je sais pas trop quoi, on présente la société, les gens montent, alors il y a tout, il y a le coiffeur, le boulanger, etc. Et sur une compagnie Ulule, c'est ouvert sur tout, et je sais pas s'ils ont droit à une réduction d'impôt, les gens qui investissent ça, je ne sais Bonne pas. question. Sur Ulule, je sais pas. Réduction d'impôt, ils ont droit, mais c'est sur certaines conditions. C'est pas toutes les activités en fait qui sont visées par cette fameuse réduction d'impôt. Il y a un formulaire en fait qui stipule. Voilà, c'est un peu comme du mécénat quoi, mais c'est très cadré et malheureusement nous l'activité de production de bière, elle rentre pas dans les clous. D'accord, C'est une donc il n'y a pas de possibilité. crédit d'impôt. Il n'y a pas de Non. crédit d'impôt dessus. Ok, ça marche. On va arriver à la fin de ce podcast, ou si vous avez encore des choses à voir dessus, vous y avez un sujet que vous vouliez aborder en particulier. Non, je crois qu'on a fait On a pas mal parlé. Hein. On a pas mal parlé, c'était depuis, chouette. ouais, depuis le début jusqu'à Ouais, c'est marrant, c'est une petite rétrospective. En gros, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, de période dans le garage, ça a été hyper intense, plein d'émotions, hyper crevant, beaucoup de travail. Et là, on a changé de local et ça commence à prendre forme en termes de structure, ça commence à être plus carré, on commence à avoir du personnel, etc. Donc ça avance petit à petit. En plus, C'est la deuxième étape. Il y a On une est dans la deuxième étape. c'est ça, il y a une autre prise de conscience aussi. En fait, on a plus de recul. Maintenant, on a d'autres responsabilités. Il y a des gens qui travaillent pour nous. Du coup, ça nous pousse aussi à aborder le travail autrement et en fait à aborder tout ce qu'on fait autrement. Et c'est assez chouette de voir l'évolution du projet comme ça. Il y a un truc qui pourrait être sympa aussi, c'est qu'on refasse le même podcast dans 1 an ou 2 ans, parce qu'on a vu votre évolution. Ouais, Ça, c'est ça chouette. pourrait être une idée pas mal en fait. C'est assez cher. Je me dis tiens, Tu dirais juste quoi, tu pile dirais 1 an après la date anniversaire, je vous rappelle, je fais ouais alors on est aux États-Unis, on est à Los Angeles, comment on va faire le podcast via Zoom parce qu'on peut pas te répondre avec le décalage horaire. Ça pourrait être pas mal. C'est vrai qu'un an peut-être, ouais 1 an minimum, en 1 an 2 ans comme ça on verra l'évolution. Ouais. Après la marque comment ça aura pris. C'est ça. J'appelle ça la mare, mais c'est le site de la mare, donc le nouveau lieu de stockage avec le bar, si ça développe, si ça prend, etc., avec le bureau à côté. Si vous en montez d'autres, si vous avez d'autres projets, comment ça va évoluer. Carrément. Ça Et pourrait être puis si vous avez gardé toujours le même logo, ce qui je le trouve vraiment magnifique. Vraiment. cool. Ça, pour l'instant. Je pense que Les étiquettes commencent un peu à changer. Il y a des nouveautés dans les étiquettes par rapport au début. Mais pense pour l'instant, le logo, on est calé dessus. On commence à Donc, créer une identité, donc c'est compliqué de le changer. ce sera toujours aussi mal coiffé, toujours aussi mal rasé.
Ouais, c'est bien. Ça sera toujours aussi cool. Thibaut, c'est plus coiffé en pétard. Ah ouais, c'est bon. Ah oui, parce que non, Jonas aussi, il fait son petit chignon aussi, ça. Ouais, ouais, je c'est les cheveux. Ouais. Lui, il a des cheveux de chinois, donc ils sont raides. Facile à coiffer. On va arriver à la fin, j'ai juste encore quelques petites questions à vous poser. C'est les marques de fabrique du podcast qui peuvent être sympas. Vous avez le droit à un joker. Ok. Et un seul. Et il n'est pas échangeable avec un autre, parce que vous êtes 3. Non, j'invente les règles au fur et à mesure. Ok. Comment vous voyez dans 3 ans? Ah non, on doit répondre. Il y en a qu'un seul qui répond ou les trois Non, les 3, on peut vous partager. avez le droit. Non. 3 ans. Je crois toujours un peu pareil. Ouais, c'est ça. Peut-être avec un peu plus de gens qui bossent avec nous. C'est ça, on sera. En termes de volume un peu plus gros. On espère que le bar fonctionnera et donc du coup. Mais je pense que dans 3 ans, on sera toujours fidèle à notre ADN en fait. On continuera à faire des bières qui nous plaisent. On continuera à travailler de façon indépendante. On continuera à être à 3, à faire du ping-pong, à faire des pierres feuilles ciseaux un peu débiles et à faire ce qui nous plaît quoi. Parce qu'au final, on a vu que c'est ce qui nous portait en fait. C'est parti de là le délire à la base. Donc je pense que tant qu'on garde cette bonne ambiance, cette envie de faire des trucs qui nous plaisent, je pense que ça ira. Vous pouvez faire sur le pierre feuille ciseau, vous pouvez rajouter cette petite copain qui a fait ça, il a fait Volcan, j'ai gagné. J'ai trouvé ça tellement brillant, le fait que tu me parles de pierre feuille ciseau, ça fait pour tricher ça, pas trop tard, je l'ai dit devant vous. J'ai encore une autre petite question, des petites médiocrités acceptables, parce que vous êtes à 3, donc je me dis, est-ce que vous avez les mêmes, est-ce que vous arrivez à composer avec? Quelles sont-elles? Si vous en avez. Je pense qu'on a chacun de médiocrité, mais comme on est à 3, en fait c'est très complémentaire. Et, En fait, à l'heure actuelle, je crois que je résume un peu le truc comme ça, moi, à chaque fois qu'on me demande. En gros, il y a Jonathan qui est toujours carré, hyper présent, etc. Il y a Thibaut, pour moi, c'est un peu le bulldozer. C'est-à-dire que il avance, il bosse, il faut que ça soit fait, ça avance. Et puis moi, aussi, je suis sur courant alternatif, en mode je pars à droite avec telle idée, je pars à gauche pour développer tel projet. Enfin, c'est un peu comme ça le mood. en fait, pour beaucoup de personnes, je pense être 3, ça fait peur parce qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Mais je pense que si on peut avancer plus vite et avoir 3 regards différents sur la même problématique, c'est trop bien en fait. Ça te permet de pousser On ta n'aurait jamais réflexion. été là à 1 ou à 2, C'est ça. on n'aurait jamais été au même stade. Alors peut-être qu'on les décisions on prend plus de temps à prendre une décision, mais je pense qu'après on prend la bonne et on est tous convaincus de ce qu'on prend comme décision. Donc ouais, ça a des hauts et des bas, mais dans l'ensemble c'est cool. Est-ce que vous avez un contenu en ce moment, un livre, blog, vidéo, ou un podcast, vous écoutez, un album musical que vous souhaitez nous recommander, les auditeurs? Jonathan, il aime beaucoup Weshden en ce moment. J'adore. C'est quoi? De quoi? Non, je plaisante. Non, moi j'ai. On va fermer dans 5 petites minutes. Ok. Bientôt fini. On a bientôt fini. Non, moi j'ai découvert aujourd'hui, il y a le nouvel album de Z-Yoon, un rappeur qui s'appelle Z-Yoon Pavarotti. Ah, il a trouvé un truc nouveau. Il a sorti un album et lui, il faut écouter. On écoute pas mal de sons là pour l'instant, on a chacun, je pense, des goûts musicaux très différents. Ouais, moi ce serait Ta découverte, ma reco. ta recommandation. Oui, ils sont pas inspirés. Là. Ils sont pas inspirés. Je dirais, j'ai découvert juste un son, mais ça je me suis fait embarquer. Moi je suis plus à la base musique électronique et ils écoutent à fond du rap et du métal pour Jonathan. Rap de fragile. Et du coup là j'ai découvert Astronaute de Anom et Vain. C'est pas mal, ça c'est cool. Et moi, je crois que j'écoute pas mal un album d'un groupe réunionnais qui s'appelle Vacuum Road et l'album s'appelle Biopsy. Ah ouais. Et, Tu peux nous faire la petite danse qui va avec leur musique s'il te plaît? du coup ouais, c'est assez chouette, ils font des chouettes clips. Ah oui, ils sont sur Moditang aussi, non? Ils sont sur Moditang, le label. Ouais, et ils ont sorti un chouette album, un peu dans la lignée de ce que j'écoute, Deftones et tout, donc c'est très cool. Et embrassant, ça passe toujours bien d'embrasser. Est-ce que vous avez aussi, peut-être, vous avez eu le droit d'y réfléchir, pas obligatoirement d'y penser tout de suite, un invité pour le podcast, vous pourriez recommander pour la chaîne de podcast? Moi je pensais peut-être
au mouvement des arts utiles, je sais pas si t'as entendu parler. C'est un mouvement qui a été créé par plusieurs, c'est un peu un collectif, c'est un peu comme c'est pas un label, mais c'est des gens qui ont envie de rassembler différents artisans sur la Réunion, qui travaillent pas mal sur de la récup et qui font un peu attention à leur Art utile, d'accord. art utile, ouais. À leur empreinte un peu au niveau de la planète. Et donc nous on est dans ce mouvement-là, c'est assez récent. Et eux, ça peut être intéressant de les contacter pour un podcast. Pourquoi pas, ça marche. C'est un designer d'intérieur qui s'appelle Philippe Sidelski qui a monté ça avec d'autres. Moi je pense à Run Run Records, c'est en fait une presseuse de vinyle qui est à Saint-Pierre. Ah oui, je passe souvent devant, j'ai une C'est grosse assez- collection de vinyle, moi, ouais. Bah, c'est insolite et elle fait ça toute seule à Saint-Pierre, je trouve ça assez cool comme. Ah, c'est une femme qui tire Ouais, le... exact. Ah ouais. Donc C'est pas courant dans le milieu disquaire ouais, vinyle. je crois que c'est la seule. Ouais. On l'a Je crois que c'est rencontrée. la seule dans Je crois que c'est la seule dans le monde. On l'a Dans le monde, rencontrée. carrément Dans L'océan Indien, l'Océan Indien, c'est sûr. Et en tout cas, nous on l'avait rencontrée au challenge des créateurs, un challenge auquel on a participé. Et elle avait remporté un prix, et très cool. Donc, Ah ouais, bah écoute, j'ai deux bons Voilà, trucs, je pourrais deux bonnes contacter idées. je pense que ça peut être intéressant. Art utile et puis Run Run Records. Ok, ça marche. Bon bah je vous remercie. Merci à toi. Merci, c'était cool. Ah ouais. Et puis bah, on se revoit, comme on avait dit, on prend date, allez, 1 an, 2 ans, on va voir, pour voir l'évolution. Alors, non. Allez, ça marche. Allez, ciao, au revoir. Ciao. C'est la fin de ce podcast réalisé à l'île de la Réunion. Merci de l'avoir écouté. Pensez à vous abonner. Pour me contacter, smallisbeautiful.reunion@gmail.com. À bientôt.